d'inquiétude, tout Non, se passe bien. pas du Ok, parfait. Bonjour, bienvenue au Marché de l'eau podcast. C'est Caroline Auger. Marie-Cam Marchand. Oui, fait qu'aujourd'hui, c'est notre 9e épisode du calculé finalement. Ouais. Fait que c'est le 8e invité par contre, mais 9 épisode. En comptant Puis je vous remercie, ça va être le dernier avant le marché de l'eau. Yep. Fait que, ouais, grand chanceux Marc-André qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Oui. Fait qu'un artiste tatoueur, aussi professeur d'art plastique, puis aussi On aimerait. artiste multidisciplinaire aussi. Tu On touches pourrait un dire peu ça, tout. Ouais. effectivement. À quel domaine de l'art, en fait, t'as touché? Parce que tu sembles avoir exploré plusieurs choses. On a vu la verrerie ou. Ouais, en fait, je suis un petit peu devenu professeur d'art plastique parce que j'étais vraiment touche à tout dans le domaine des arts. Puis je pense que c'est ça qui fait que je suis peut-être un bon prof d'art plastique, c'est que je développe facilement une passion pour tous les médiums. Donc ça m'a, à travers des études, mais aussi juste par intérêt personnel, souvent ou en DIY, je me suis comme approprié des médiums, des façons de faire, puis des techniques, puis maintenant j'ai comme un bon gros bagage. Ah, c'est vrai, on va y aller en détail là-dessus. Là. Ok. Fait que là, on commence. Tu viens de Drummond, c'est ça? Ouais, Ok. je suis né à l'hôpital à Drummondville, puis en fait, j'ai grandi à Saint-Nicéphore, Ok. puis je suis resté à Drummondville jusqu'à mes 20 ans, Ok. grosso modo. Cool. T'as fait ton cégep à Drummond, puis ensuite t'as quitté à Montréal direct? J'ai fait un cégep en sciences humaines, comme toute bonne personne qui ne sait pas trop quoi faire dans la vie. Puis ensuite de ça, je suis parti, j'ai été vivre à Longueuil pendant un an avec des amis juste pour essayer d'autres choses. Puis ensuite de ça, je me suis rendu compte que en fait, j'avais envie d'étudier en art plastique puis vivre chez mes parents encore un peu. Je suis revenu à Drummondville, là, j'ai fait Ok. le deck en art plastique. Puis ensuite de ça, j'avais envie de faire quelque chose en art. Je savais pas trop quoi, mais je savais que je voulais que ça soit manuel, puis qu'il y ait la notion de feu. Ok. Fait que là, c'est là que je me suis mis à éplucher les catalogues de programmes qui se donnent au Québec en métier d'art. Puis je me suis dirigé ensuite de ça vers la technique de métier d'art au Cégep du Vieux-Montréal en option vert. Puis là, c'est là que j'ai... OK. C'est là que j'ai appris à devenir souffleur de verre, couleur de verre, fucking nice. à travailler le vitrail, à travailler toutes les techniques qui entourent ce médium-là. Vraiment hot. Ah, Fait que ça, c'est pas rare, récent, là. là. Moi, je pensais Ouais. que c'est super récent que tu avais commencé à toucher à ça avec des amis, mais dans le fond, c'est ce que tu as étudié, là. à la Ouais, base. exactement. Tu sais, j'ai Wow. fait ces études-là de genre 2010 à 2014. Puis ensuite, là, j'ai été comme entrepreneur un petit peu à mon compte, où là, je faisais des intérieurs de resto comme des luminaires ou Wow. du contrat pour des privés, des designers d'intérieur. Dans le verre, là. Dans le verre, toujours. Ok. Vraiment Ouais. hot. Que j'ai fait ça pendant un certain temps. Puis en même temps, j'avais un poste de technicien à l'école de verre. Donc là, je restais un petit peu un pied dans l'école. Puis c'est là que j'ai eu mon premier contact aussi avec l'enseignement, où là, j'assistais les professeurs qui donnaient les cours. Puis moi, j'étais là pour supporter les élèves qui étaient dans la technique de métier d'art. Nice. Donc ça a été mon premier contact avec l'enseignement. Puis ensuite de ça, j'ai décidé que je changeais de champ complètement. J'ai été engagé par une compagnie à Montréal qui fait l'intégration à l'architecture. Puis là, c'est une compagnie qui s'appelle Mosaïca. Puis c'était juste de la mosaïque, donc les matières céramiques. C'est là que j'ai commencé à apprendre toutes les techniques par rapport à coupe de tuiles, assemblage. Puis j'ai passé aussi beaucoup de temps dans le laboratoire de glaçure où là, j'ai comme appris comment fonctionnait un four de céramique. Oh. Puis c'est comme vraiment des compétences transversales avec le milieu du verre parce que la matière céramique, c'est beaucoup les mêmes choses, les mêmes recettes qu'on utilise dans le verre, les mêmes ingrédients. Donc là, il y avait beaucoup
pont à créer entre ces deux médiums-là. Toujours l'or et le feu. Hein? Exact. On reste dans la matière liquide, puis les propriétés des matériaux qui se modifient en cuisson. Fait que, Nice. ouais, ça a été comme un bon 3-4 ans à travailler ça. Puis ça m'a beaucoup fait voyager aussi. Là. On faisait de l'intégration. Donc là, on fabriquait sur place à Montréal les œuvres. Puis ensuite de ça, on fabriquait les mosaïques qui étaient comme gigantesques. On les découpait, on les emballait, on les transportait, puis là, sur place, on les installait. Ça m'a apporté à faire des œuvres dans le métro de New York, dans des arénas à Edmonton, à Calgary, dans l'Ouest. Fait que c'est vraiment hot, là. ça a vraiment été une opportunité pour moi de vraiment comme toucher à de l'art qui va devenir public, puis qui va toucher plein de monde, tu sais, qu'il y a plein de monde qui vont voir ces trucs-là, puis ça va les impressionner ou les inspirer. Fait que... Mais à ce moment-là, est-ce que c'est toi qui fais les dessins ou quelqu'un fait les dessins puis toi, tu étais plus à la production? C'est ça. Moi, j'étais ce qu'on appelle les petites mains, là. Donc, je faisais de la production pour des artistes qui, eux, déposaient leur projet en soumission chez Mosaïka. Donc là, c'était comme... Puis c'est tout le temps des artistes de renommée internationale. Donc, on a fait des projets pour Yoko Ono, par exemple, ou... Bon, je pourrais en nommer plein, mais c'est comme ça vient pas des artistes de grand renom. Ouais. Puis nous, on est mandatés, donc on produit leur œuvre, puis on l'installe pour eux. Mais c'est quoi les étapes un peu, tout ça? Ça doit être quand même... T'as pas le choix d'avoir de l'aide pour faire ça, parce que ça doit être assez coûteux, comme le verre, puis la céramique, tout ça, les équipements qu'il faut. Ouais, tu sais, comme dans le cas de Mosaïka, là, c'est une équipe d'une 40aine de travailleurs, des céramistes, des gens qui travaillent en laboratoire, c'est aussi des gens qui travaillent dans le bureau, qui font la conception, qui font l'impression des plans. Donc, c'est comme, tu peux pas travailler à cette échelle-là pour faire ça tout seul. C'est comme inimaginable. Fait que pour ça, justement, c'est une entreprise qui a une bonne masse de travailleurs puis qui peuvent réaliser des trucs dans ce genre-là. Mais quand j'étais plutôt travailleur autonome en verre, je prenais des contrats qui, selon moi, avec une équipe de 1 ou 2 personnes ou 3 personnes des fois, c'est réalisable, tu sais. Fait que c'est toujours comme travailleur autonome, toujours le besoin de calculer les coûts de production, puis les... c'est ça, il fallait que tu ailles chercher toi-même les matériaux, tu sais, la matière première, c'est comment que ça fonctionne? Mais juste le lieu aussi, où est-ce qu'il va y avoir le four pour travailler la matière? C'est ça. Comme moi, j'avais pas mon propre atelier, j'ai toujours été en location quand j'étais souffleur de verre. Puis, donc, j'utilisais les espaces de l'école en location. Puis, avec la location, vient évidemment tout le verre en fusion, l'utilisation de la fournaise, l'utilisation des fours de recuit. OK, ça fait partie donc, c'est inclus dans ouais, c'est ça. C'est comme un bundle. Fait que ça te fait ça moins de t'occuper, là? Oui, c'est ça. Parce qu'on a visité aussi, là, pendant la formation, plein d'ateliers au Québec de gens qui vivent de ça puis qui ont leur atelier. Leur studio, c'est ça, leur propre atelier. Et c'est des coûts qui sont comme inimaginables en début de carrière, même avec des subventions, c'est comme vraiment difficile puisque comme c'est un travail autonome, il faut que tu développes une clientèle, mais le temps que tu développes ta clientèle direct en sortant de l'école, ça prend un certain temps avant d'avoir vraiment un pouvoir d'achat, puis de pouvoir vraiment comme j'achète un bâtiment, j'y mets une fournaise, j'y mets des équipements pour travailler, faire l'appolissage, tout ça. Donc ça, c'est jamais arrivé pour moi, mais il y en a encore aujourd'hui qui font un démarrage d'entreprise puis qui réussissent à accumuler assez de capital pour faire ça. Tout de même, là. Exact, oui, c'est ça. C'est pas du jour au lendemain. Vu que tu as été étudiant, est-ce qu'ils font des prix pour les gens qui... tu sais, ou je sais pas si tu es à l'aise de me dire, ça coûte combien à peu près louer un espace? Je connais pas vraiment. Comme pour une journée de travail, tu peux t'en tirer pour environ 500 $.
en Ok. frais de location, matière, OK. puis ça te prend des gens pour t'assister aussi. Hmm. Donc là, comme une journée de travail devrait te coûter environ 500 $. OK, fait que tu payes à la journée, autrement dit. Ouais, exact. Ok. C'est ça. Ben, il est toujours possible, j'imagine, de faire des forfaits, puis louer pour une semaine ou louer pour un mois. Ouais. Quand tu finis la technique aussi, il y a un programme qui s'appelle Fusion qui permet aux artistes émergents de louer les ateliers à un faible coût avec une subvention de la SODEC. Hmm. Là, ça te permet justement de utiliser les espaces d'atelier que tu as utilisés pendant tout le long de ta formation, Hmm. puis quand même de démarrer ton entreprise à faible coût, tu sais, de Mhm. vraiment baisser tes frais fixes. Ouais. Ah, c'est cool qu'il y a ça. Ouais. C'est Puis il y a ça intéressant. dans plusieurs, tu sais, comme le Cégep du Vieux-Montréal, eux autres, je pense qu'il y a 8 écoles ateliers affiliées au Cégep. Donc il y a 8 techniques différentes. Hmm. Puis je pense que chacune de ces écoles-là a un programme post-études qui te permet de démarrer ton entreprise. Hmm. Parce que le but de cette formation-là, c'est vraiment de devenir un travailleur autonome dans la technique de métier d'art que tu as appris. Hmm. Donc ils mettent en place les choses pour que tu puisses te débrouiller par après. Mhm. OK. Hmm. Fait que toi, les œuvres que tu créais, c'est plus utilitaire à ce moment-là? Ouais. Ou- C'est toujours difficile de se dire comme je vais faire une œuvre d'art puis je vais la vendre en galerie parce que c'est pas vraiment ça le gros du marché, encore moins au Québec. Tandis que l'objet utilitaire, ben, c'est comme un peu le pain puis le beurre. Tu sais, ça te permet de justement payer tes ateliers, payer tes employés, payer ta matière. Donc, il y en a qui vont faire des verres à boire, il y en a qui vont faire des luminaires, il y en a qui vont faire des trophées, toutes sortes de petits produits qui vont te permettre de juste comme vivre. Puis la plupart se disent comme quand je vais avoir, mettons, de l'argent en surplus, ben là peut-être que je pourrais travailler sur une perspective plus Artistique. artistique, puis Mm. développer un projet artistique. Ben, il y en a qui le font très bien aussi, puis souvent à l'aide de subventions. Hmm. Donc ils vont pouvoir se permettre de justement explorer puis faire de la recherche en art. Hmm. Mais il y a moyen, même si c'est un objet utilitaire, de faire quelque chose qui est très artistique quand même. Hein. Ben oui, Moyen ben de oui, jumeler certain. les deux. Je veux dire, moi, c'est très rare que je vois un artisan faire de quoi de comme Ikea ou Dollarama. Là. Ils vont Ouais. vraiment comme avoir toujours une twist ou une personnalité dans l'objet. Mhm. Fait que, puis c'est ça qu'ils développent aussi pendant leur formation. C'est comment comme personnaliser le produit pour qu'il ait cet attrait-là, puis qu'il soit pas facilement remplaçable par un objet Ouais. qui est Qu'on produit trouve en dans des, masse. magasins grande surface. Ouais. Exactement. Hmm. Ah, c'est C'est hot. vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Fait que c'est combien de temps, tout ça, que ça a duré à peu près que tu étais dans ce domaine-là? En métier d'art, ben, je te dirais que c'est comme vraiment de 2010 à comme 2018. Encore aujourd'hui, je suis un peu consultant pour certains projets. Donc là, je vais comme apporter mon expertise à des gens qui ont besoin de savoir-faire dans ce milieu-là. Hmm. Ou des fois, ben, comme j'ai été à l'université pour étudier, pour devenir enseignant, mais dans le bac, comme le bac en enseignement puis le bac en création, ils sont conjoints à l'UQAM, ben, j'étais toujours en contact avec des nouveaux artistes, puis ben, ces gens-là, des fois, il y a un manque de savoir-faire, mais pas un manque de vouloir faire. Hmm. Fait que là, ça me permettait justement de les aider à porter plus loin leur projet ou Hmm. Ah, les, c'est débloquer, cool. les débloquer un petit peu puis leur donner ces connaissances-là pour qu'ils puissent Ah, les nice. utiliser. C'est connexe à l'enseignement, on veut pas, là. Tu Ouais, leur enseigner absolument. Mm-hmm. Ah, c'est nice. Ok, fait que c'est pendant que tu as été consultant un peu avec les enseignants, puis c'est ça qui t'a donné envie d'être enseignant? C'est où ça partit? C'est vraiment weird. Tu sais, je t'ai parlé tantôt que j'avais mon expérience comme d'assistant de cours pour la technique au cégep. Mais tout ça est juste parti d'une gageure. Je prenais un verre de bière avec mon amie Sophie Lamontagne. Puis on était au bar, puis elle m'a dit « Hey, t'es pas game, on devient prof d'art plastique. » J'étais comme « OK, on s'inscrit. » Puis fait que là, j'y croyais pas trop, mais j'ai envoyé mon dossier à l'université, puis on a reçu notre réponse, puis j'étais comme, ben,
prochaine affaire à faire, c'est de s'inscrire puis de le faire, tu sais, maintenant qu'on est accepté, puis ça m'a amené s'est fait de même? c'est ça m'a amené à où je suis aujourd'hui. Puis je regrette vraiment pas, c'est vraiment un beau métier, puis ça me permet aussi de toujours comme rester ouvert en art, puis à comme toujours m'abreuver, puis continuer à apprendre. Être enseignant, je pense que c'est vraiment être comme d'abord et avant tout. D'abord et On avant l'a pas précisé, mais c'est vrai, on est dans ta classe, là. Je Oui, pense c'est pas qu'on ça. l'ait précisé. Oui, c'est ça, on est monté en à Sherbrooke en ce Ok. moment, dans l'école, c'est quoi déjà le nom? Alors, c'est l'école secondaire de la Montée, c'est le pavillon Saint-François. Fait que c'est pour ça les petits bruits de chaises, tout ça. C'est ça, un petit retour à 12-15 ans. Oui. C'est parfait, c'est délicieux. Je me souviens plus que je disais. Où est-ce qu'on en était? Mais bref, ouais, c'était comme un coup du hasard, puis je suis vraiment tombé dans le bon milieu, là. Ça me permet de comme toujours m'alimenter le cerveau par rapport à l'art, puis à comme toujours me donner une petite chance d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai pas encore essayé en art. Oh, wow. Fait que c'est comme passionnel, pas vocationnel. Très cool. Ouais, ben je pense que une des, tu sais, les personnes plus âgées que je trouve qui ont l'air encore jeunes à leur âge, c'est des gens qui côtoient des jeunes. Mhm. Parce qu'ils restent ouverts d'esprit, puis ils continuent d'apprendre des choses, là, tu sais, c'est pas parce que t'as 50 ans, mettons, que t'arrêtes d'apprendre, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Les cultures des jeunes sont vraiment différentes de celles que moi j'avais quand j'étais jeune. Mais garder une ouverture face à ça, ben justement, là, comme tu dis, ça permet de rester au jus de ce qui se passe, comme c'est quoi leurs intérêts, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les... comprendre leur vulnérabilité des fois ou leur parcours particulier. Tu sais, il y a 20 ans, c'était vraiment autre chose, l'éducation au Québec, puis maintenant... Les réalités des jeunes étaient différentes. Ben oui, absolument. Ouais. Fait que je pense que ça garde sain d'esprit un peu de travailler dans ce domaine-là. Ouais, ça doit être vraiment enrichissant au niveau humain aussi. Vraiment. Ouais, exact. Il y a comme un moment où tu regardes l'élève puis tu le vois au travers de ses yeux qu'il a compris ce que tu essaies de lui enseigner. Oh, wow. Puis là, c'est comme vraiment une bonne dose d'adrénaline à chaque non, fois. ça doit. Wow. C'est vraiment le fun de voir comme ah yes, il a catché puis genre ça va l'aider, il va pouvoir faire son projet puis il va triper. Ah. Fait que là, t'as fini l'enseignement, c'est quoi par la suite ton parcours à ce moment-là? Ben, on était à Montréal, puis on était un petit peu pris dans la crise de logement. Puis le choix s'est comme un peu fait de fil en aiguille. On avait des amis qui habitaient déjà dans la région ici. Fait que là, peu à peu, on y pensait, mais on était comme est-ce qu'on va s'établir en Mauricie ou est-ce qu'on va s'établir en Gaspésie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui nous rapproche? Puis je pense que ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'on avait vraiment besoin de plus de nature, puis un petit peu moins d'asphalte. Fait que le choix, comme je te disais, ça s'est vraiment consolidé parce qu'on avait des amis qui habitaient dans la région, puis se rapprocher un peu de Drummondville où ma famille habite encore. Puis ça me permet de facilement aller les visiter, puis passer du temps avec eux autres. C'est fun. Mais t'as fini en quelle année, dans le fond, l'université? 2021. Ok. Ça fait vraiment pas si longtemps que ça que je suis diplômé puis breveté. Fait que ça, en ce moment, le contrat que t'as à Sherbrooke, c'est ton premier ou... Non, j'ai Ok. eu des contrats de remplacement à Montréal, mais c'était à Montréal, la situation pour devenir prof d'art plastique, bien souvent ça va être des tâches comme 40-50%. Puis, fait que je me trouvais à faire beaucoup plus de suppléance que de tomber sur un contrat. Ok. Puis, pour obtenir une permanence, ben ça te prend un certain pourcentage de tâches. Fait que là, je trouvais pas ça à Montréal. Puis ici, à Sherbrooke, dans le fond, c'est mon premier contrat à Sherbrooke que j'obtiens, mais c'est un remplacement de quelqu'un qui est parti à la retraite.
Puis là, comme je finis l'année, je tombe sur les listes prioritaires. Puis dès l'année prochaine, je pourrais avoir accès à un poste à temps plein qui mène à la permanence dans la commission scolaire. Là, on appelle ça un centre de service maintenant. OK. Mais donc, j'ai eu quelques expériences à Montréal. Puis Mais c'était plus du remplacement. c'était plus du remplacement. Puis tu nous as dit tantôt, off micro, c'était plus au primaire, les remplacements? Ouais, c'est ça. Ben, quand j'ai fait mon bac, je me dirigeais vraiment vers l'enseignement au primaire. Puis parce que moins de gestion de classe qu'au secondaire. Puis même si les projets, ils sont ils n'ont pas les mêmes capacités que les jeunes au secondaire, mais je trouvais qu'il y avait comme une facilité à les émerveiller, à vraiment connecter avec la matière. Il n'y a comme pas de les heures, ça sert à quoi? C'est plus comme oh yes, en plastique, on va jouer, on va genre. Ils sont plus dans le moment présent. Ouais, c'est ça. Ils se sont moins construits de barrières par rapport à les arts puis quoi ça sert dans la vie, les arts. Fait que pour ça, j'adore le système au primaire. Là. Les jeunes, ils ont du fun en classe. Au secondaire, là, il faut comme un peu plus les tirer puis pas les impressionner, mais leur donner plus. Leur vendre. Ouais, c'est ça, faut que tu projets, vendes. là. C'est ça, faut que tu vendes ta salade là, plus. Fait que, mais écoute, à Sherbrooke, c'est comme ça. Souvent, c'est les titulaires qui vont enseigner les arts plastiques au primaire. Donc, les arts plastiques, quand tu es spécialiste, ça va plus se passer au secondaire à ce moment-là. Mais c'est un petit peu plus difficile, je te dirais, parce que justement, il n'y a pas ce spécialiste-là au primaire qui va déjà leur donner vraiment un intérêt pour la matière, puis vraiment valoriser cette matière-là. Ouais, fait qu'ils arrivent au secondaire, puis c'est comme leur premier vrai cours d'art, dans le fond. Ben, moi, je suis tout à fait certain que les titulaires sont capables de donner des vrais cours d'art, mais peut-être pas aussi en profondeur qu'un spécialiste pourrait le faire. Parce qu'ils sont formés pour le faire. Mais est-ce que ça équivaut à, par exemple, les 20 000 heures que moi j'ai en art? Je pense pas. Non. Ouais, mais je pense juste que c'est niveau priorité. Moi, en tout cas, il me semble qu'au primaire, j'avais prof spécialisé en art visuel, genre maternelle, première année. Mais après ça, je me souviens pas avoir fait des arts visuels au primaire. OK. Genre, même dans mes classes normales. Moi, je m'en souviens un peu, mais c'est les projets vraiment. C'est pas très en profondeur, mettons, là, dans le domaine de l'art. Là. Des petits bricolages, puis c'est assez bref. Ben, c'est important l'éveil aux arts quand tu es au primaire. Je sais qu'à Saint-Nicéphore, il y avait un professeur d'art plastique, puis je pense qu'il enseignait aussi de la musique, si je me trompe pas. Mais il y avait un spécialiste en art à cette école-là. Puis je pense que c'est là que j'avais le plus de fun, à jouer avec la pâte à modeler, à jouer avec l'argile, à genre découper du papier. T'sais, tout ce qui m'anime dans la vie maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mes deux mains. Fait que je pense que d'avoir pu le faire dès un jeune âge au primaire avec quelqu'un qui est compétent là-dedans, ça m'a vraiment comme allumé sur les possibilités qui s'offraient à moi. Ouais, tu as eu cette chance-là. Là, c'est ça. C'est ça. Déjà avoir envie, en fait, ça t'a donné le goût d'explorer ça davantage, là, contrairement à d'autres qui vont juste pas toucher à ça. Ben, c'est ça. Moi, je me suis pas mis de barrière, puis j'étais comme, les arts plastiques, c'est toujours valable. Puis il y a tout pas d'intéressant à faire avec ça. Même si au secondaire, là, j'étais en concentration sport, puis je voulais être avec ma gang, et j'ai pas fait d'art plastique presque pas au secondaire. Ah ouais. Fait que ça m'a pris du temps après ça de « Hey, attends, non, c'était vraiment le fun. » Puis c'est quoi qui t'a fait un déclic, comme? Ben, Longueuil, c'était vraiment drabe, hein. Puis quand j'avais comme 18-19 ans, j'étais comme qu'est-ce que je fais? Puis genre là, j'étais juste sur le site du SRAM, puis là, je checkais les programmes, j'étais comme il y a juste en plastique, ça a l'air intéressant. C'est ça qui te parlait. Ouais, exactement. Là, c'était comme c'est un choix sans équivoque. C'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. Et t'es pas la personne typique qui dessinait depuis genre qu'elle a 5 ans, comme? Ou tu en faisais un peu? Ben oui, non, mais quand j'étais jeune, mes parents m'encourageaient beaucoup, là, comme t'es bon en dessin, puis tu peux t'amuser, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'était plus comme
une façon de m'occuper, tu sais. Mais Et c'est le petit message. Avec le soleil, là, qu'est-ce que tu fais? Mais, ouais, non, au secondaire, c'était vraiment le parcours typique, là, concentration sport, puis là, j'ai fait en 4 puis 5, là, je faisais chimie, physique, puis maths forte. Okay. Puis là, c'était important pour s'ouvrir des portes, puis aller faire des études après, puis finalement... Ça t'a pas mené le pantoute? Ça, ben, j'ai comme pris un détour. Je suis finalement abouti à l'université, mais par les moyens qui m'intéressaient, puis les matières qui m'intéressaient. Tu as pris le temps de te connaître avant de faire des choix. Tu as exploré des choses. Ouais, vraiment. Là, j'ai comme le plus de trucs qu'on apprend, le plus que... Ben, en fait, la vie, c'est comme une accumulation d'expériences. Puis je pense que à la date, elle n'est pas pire. Ouais. Ça avait l'allure. Ouais. C'est quoi que ça fonctionne un contrat d'enseignement? Tu es au secondaire. Fait que là, niveau horaire et tout ça, ça ressemble à quoi? C'est vraiment, ben, comme le secondaire, c'est un cycle de 9 jours. À chaque semaine, c'est pas pareil. Fait que j'ai 24 périodes à distribuer sur un cycle de 9 jours. Puis si on fait... je suis plus très bon en maths. Là. Mais 9 x 4... 4 périodes. Ouais, c'est ça. 9 x 4, 18, 36. OK, fait que là, j'ai 24 périodes où je suis en présence élève sur une possibilité de 36. OK. Fait que ça me donne 12 périodes où là, je suis en train de créer des nouvelles situations d'apprentissage, où je suis en train de préparer du matériel, où je suis en train de torcher ma classe, où je suis en train de regarder des documentaires ou faire de la formation continue pour continuer à apprendre sur les techniques, les matières. Fait que dans le fond, j'ai du temps, c'est comme un 2/3 du temps où je suis avec les élèves, puis 1/3 du temps où je suis en train de préparer, faire de la pédagogie. Fait que dans le fond, ça donne du lundi au vendredi, sauf les journées de congé. Là. Il faut que tu sois sur place, même quand tu n'as pas un cours. Ou... Ben, là, maintenant, on pourrait se dire qu'avec la pandémie qui a eu lieu, les profs peuvent comme travailler de la maison, puis faire leur préparation en télétravail. Mais en art plastique, je pense que c'est toujours vraiment important d'être proche du matériel. Fait que souvent, je suis dans mon dépôt en train de fouiller qu'est-ce que je pourrais faire avec ce carton-là, puis comme d'être proche de la matière. Puis mais ça doit être bien plus inspirant dans ce temps-là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, OK, là, on pourrait se servir de ça pour ce projet-là. Puis hey, t'as-tu vu ça? C'est où? Puis... Par rapport à la matière, justement, au matériel, on se demandait, tu sais, comment ça fonctionne au niveau du... Il y a toujours des messages ici. Au niveau du budget, en fait, est-ce que tu as un certain budget alloué au matériel? Oui, c'est ça. Habituellement, on compte... c'est fourni par le centre de service. Puis c'est comme un budget qui m'est alloué pour l'année. Puis là, en moyenne, ça tourne comme autour de 6 $ par élève pour l'année. Fait qu'avec 6 $ par élève pour l'année, on va pas très loin. Mon Dieu, c'est pas grand-chose. Hein? Non, c'est ça. Là, on parle du réseau public. Là, au réseau privé, j'ai aucune idée de c'est quoi leur budget, mais ça doit être astronomique comme différence. C'est au fil du temps, tu accumules peut-être des matériaux puis des outils qui te permettent que ça a un peu plus d'allure. Oui, absolument. C'est ça. Tu sais, comme il y a, dans le dépôt, je pourrais vous faire visiter tantôt, mais tu sais, il y a comme 25 ans d'outils qui s'accumulent d'année en année. Puis, c'est une chance qu'il y ait ça. Parce que une chance, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a des matières qui sont renouvelables, tu sais, comme il faut que j'achète du papier, du carton, de la colle chaude, des pelles, des cossins, des glitters, mais tout ce qui est outil, ben, c'est pérenne, ça reste dans le temps, puis le prof d'après peut s'en servir. Fait que ça, c'est moins pire, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'apporte ma classe à l'extérieur aussi, puis on va faire du land art, on va prendre des branches, des roches, puis tu sais, comme tu peux faire de l'art avec pratiquement rien, pratiquement n'importe quoi, comme tu dis. Fait que
Fait que t'as quand même une liberté. Tu sais, des fois, il y a des écoles qui sont strictes sur ces choses-là. Tu sais, toi, tu peux... tu dirais-tu que tu as une liberté de projets, puis justement pour les amener dans des lieux? Oui. Puis je pense que c'est important aussi que le professeur garde son autonomie face à comment il voit, comment il peut transmettre sa matière. Tu sais. On est des passeurs de savoir, donc on est comme légitimement lié à être en plein moyen de nos fonctions, puis de décider comment on va le faire. Fait que il n'y a pas de... En tout cas, j'ai pas vu de direction à date qui m'a interdit de procéder d'une certaine façon pour enseigner. C'est sûr qu'il y a des écoles où il va y avoir peut-être des cheminements particuliers. Mettons, ils vont voir, nous, on a une spécialité, on va faire de la photographie argentique ou on travaille le digital avec Photoshop. Dans ce temps-là, on y va avec le programme, le cursus qu'ils ont préparé. Mais en général, chaque professeur dans sa classe doit être habilité à faire les projets comme il entend le faire. OK. Fait que ça, c'est assez fun. Fait que tu as quand même liberté de choisir tu choisis les projets 100% dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis vraiment, comme spécialiste, c'est vraiment une chance qu'il y a ça. Parce que si j'avais à suivre un cahier puis dire, OK, aujourd'hui, on apprend les lignes obliques, je pense que ma job serait vraiment moins le fun. T'sais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de partager ce que moi, je trouve qui flash puis qui est intéressant pour les jeunes. Puis même si ça fait beaucoup de boulot, je trouve que ça rend ça beaucoup plus personnel comme enseignement puis beaucoup plus enrichissant pour l'élève. C'est plus le fun pour toi Ouais, aussi, c'est plus amusant pour toi. Oui, c'est ça. Je pense que je pourrais pas être enseignant s'il fallait que je suive une démarche. C'est protocolaire. Et c'est ça, exact. Tu peux utiliser ta créativité dans tes cours. Exact. Très nice. Fait que là, les périodes où tu n'as pas de classe, c'est ça, tu travailles à faire tes affaires. Mais t'es-tu payé comme du lundi au vendredi? C'est comment que ça marche? Ouais, dans le fond, on a C'est une entrevue d'embauche pour d'autres choses? Le salaire là, d'enseignant, dans le fond, il est calculé selon ta tâche. Donc là, moi, j'ai une tâche à 100%. Donc, j'ai une rémunération à l'année qui s'échelonne. Donc, comme, mettons, mon salaire annuel, c'est 56 000. Bien, ils divisent ça puis, en part égale? En part égale. Puis, je suis payé le même montant à chaque semaine. Ça t'arrive-tu de faire des extras, mettons, je sais pas, le soir, est-ce que tu travailles un peu sur tes affaires ou tu es capable d'organiser tes projets dans tes plages horaires que tu n'as pas de classe? Idéalement, j'essaie de tout faire rentrer dans mon temps de travail quand je suis à l'école. C'est sûr que des fois, il me pop des idées le soir quand je suis à la maison, puis là, je me mets à l'ordinateur, je travaille un petit peu, mais c'est pas rémunéré, fait que j'essaie de pas le faire. Puis on voit souvent qu'il y a des profs qui se brûlent parce que ils n'ont pas le temps, ils sont en présence élève, puis là, faut que je fasse de la correction, puis là, ils ont une pile de corrections incroyable, puis ils vont faire ça soir et week-end. J'entendais au salon du personnel l'autre jour, c'était les veufs de l'éducation, c'est comme ça que les maris des enseignantes ils se disent quand c'est le temps des corrections. Mais je trouve ça terrible, j'essaie de pas reproduire ça. De pas reproduire ça, parce que autant que j'aime ça être à l'école, j'aime ça mon métier, mais tu sais, comme ma famille puis mon temps que je passe avec mon épouse puis mes animaux, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Oui. Fait que, puis pour ton art, en fait, de la place pour ton art extérieur de l'école aussi, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, si je suis toujours en train de penser à tel élève il a fait ça, il faudrait que je serais comme pas en train de dire OK, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse avec quoi moi ce soir? Puis faut se déconnecter. Ouais. Ben ça me fait penser comment ça se passe la conciliation justement travail puis art personnel, tu sais comme le tatouage. Ouais. Ou, je te dirais que quand je faisais de la suppléance, c'était vraiment plus comment qu'on pourrait dire, interlacé. Non? Y a-t-il un bon mot en français pour ça? Je peux pas dire. Bref, j'étais capable de justement... Ça s'entrelaçait bien. Ça s'entrelaçait bien, merci. Yeah. Ouais. Donc, j'étais plus capable de justement passer de un à l'autre, de jumeler mes pratiques. Surtout qu'en suppléance, j'arrive dans une classe puis j'ai pas
à inventer de la matière, à préparer des trucs. Le prof, il m'a laissé une préparation, je fais ce qu'il y a à faire, puis je m'envoie chez moi, puis je fais mes affaires. Puis, mais là, vu que maintenant j'ai un poste à 100%, ben là, c'est comme du lundi au vendredi, ça c'est comme un gros bloc où je suis à l'école, je fais les trucs, puis fait que des fois j'arrive le soir, puis je suis fatigué, puis on commande de la pizza, puis... Ouais, c'est sûr que c'est plus facile de se laisser tenter. Ouais, c'est ça, c'est dur de comme, continuer à être mentalement actif. Disponible pour l'art. C'est ça, exact. Fait que c'est sûr que la pratique, en ce moment, ça prend un petit peu de bord. Fait que ça demande un effort constant de, comme justement, non, il faut que je dessine, il faut que je raffine certains trucs, j'ai des commandes aussi pour... il faut que je fasse des stickers, il faut que, tu sais, il y a quand même ce besoin-là qui est là. Puis, fait que c'est ça, plus difficile, je te dirais, en tant qu'enseignant à temps plein, mais je pense que, vu qu'on a des mois de vacances à l'été, ça va vraiment être là que ça va se passer pour moi. Que je vais vraiment pouvoir faire comme, OK, on prend une semaine pour relaxer, puis après ça, on se lance dans la création, puis c'est comme des belles vacances. Ça c'est un avantage de l'enseignement. Tu as vraiment plus d'espace, comme c'est un bon laps de temps pour créer, puis comme de te laisser être dans le laisser-aller. Puis quand tu as une permanence en enseignement, ben ta paye, on est payé pour les mois qu'on enseigne, mais la paye est échelonnée sur toute l'année. Fait que là, il y a des payes qui rentrent à l'été, périodiquement, qui permet de garder un budget qui est stable. Super. Avec une qualité de vie pendant l'été, là, quand même. Ouais, exactement. Tu dirais-tu, niveau financier, comment tu te sens par rapport à avant? Je sais pas, tu étais travailleur autonome pendant un bout. C'était-tu difficile par rapport au budget, justement? Oui, je te dirais que j'ai jamais eu des années aussi difficiles que quand je faisais du travail autonome en verre. Comme toujours, être inquiet pour la fin du mois, payer le loyer, payer l'atelier, payer la bouffe. C'était vraiment difficile de joindre les deux bouts. En enseignement, j'ai plus ce souci-là. Donc, ça me permet vraiment de, justement, vivre comme bien. Je dirais pas aisément parce que c'est pas des payes astronomiques en enseignement, mais au moins, tu sais, comme j'ai une comment on dit, là? Une légèreté. Légèreté d'esprit, un calme là, qui vient avec ça. Puis, c'est les projets d'à côté qui viennent arrondir les fins de mois, je te dirais. Oui, c'est rendu un petit surplus de plus. Là. Ouais, c'est ça. Quand je fais un tatouage ou quand je vends un produit, là, c'est juste comme un extra. C'est le fun. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça important qu'on en parle de ça parce que c'est ça que moi j'ai trouvé difficile puis qu'il y a bien des gens qui quittent le milieu. C'est ça, c'est beaucoup d'insécurité et de stress, là, au final, d'être travailleur autonome. Là. Fait que, tu sais, des fois, de trouver c'est quand même un emploi qui peut t'amener beaucoup de... c'est un emploi qui est créatif, mais qui peut t'inspirer aussi, là. Fait que c'est quand même... ça a un lien, là. C'est pas complètement par rapport. C'est ça. J'ai pas été m'enfermer dans un bureau de comptabilité ou travailler chez Desjardins. Mais pas que c'est pas correct de travailler chez Desjardins. C'est correct mais aussi, genre, mais... tu sais, j'ai pas fait comme, OK, je lâche tout, puis je me pogne un job alimentaire, puis that's it. Tu sentais le besoin de garder la notion d'art, là. Exactement. Puis tu sais, je me suis quand même embarqué dans un bac de 4 ans où là, ça n'a pas été jojo non plus côté financier parce que tu es vraiment pris avec les études, puis il faut que tu les termines, tu sais, pour après ça en bénéficier. Mais non, en métier d'art, je me souviens que c'était vraiment, vraiment difficile. Puis tu sais, comme je recommande aux gens qui veulent essayer ça, mais je pense que ça prend vraiment une détermination à vouloir vivre de ça pour être capable d'en vivre. Parce que quand tu es travailleur autonome, il n'y a pas personne qui va te dire « Hey, tiens, voilà de l'argent, puis tu fais bien ça, tu sais. » Même juste la tape dans le dos, comme « Hey, c'est bon ça, continue de même. » C'est ça, tu sais. T'es tout seul là-dedans. Exact. Si tu vas pas chercher tes clients, si tu vas pas chercher tes contrats, tu ça rentrera pas. C'est ça, ça va pas rentrer. L'argent va pas rentrer. C'est ça.
Mais si on parlait de la notion de tatou, Ouais. ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs, justement, tu vas être présent au marché Bulot en tant que tatoueur. Ben oui. Édition aussi. Yeah! Puis, en fait, là, la base, là, bon, on sait que ton épouse est une tatoueuse, là, Oui. mais j'imagine, en fait, je sais pas si ça a un lien directement, mais d'où est-ce que tu as appris lors du tatouage, puis l'envie de le faire, est-ce que ça venait de là directement? Ou? Ça remonte à, je pense, 2012. Okay. Comme c'était la fin du monde, il fallait tout essayer avant de mourir. Puis mon ami Charles Lemelin-Gladu, qui est sur les réseaux, c'était Charlot Darco, maintenant c'est charlot.ttt. Oui, mais il est à Drummond, lui, non? Il est à Sherbrooke ici. Il est à Sherbrooke. Puis à Montréal, en fait, jusqu'à récemment, il était membre de la coop Crève-Cœur. Oui. Puis, bon, bref, c'est un ami de longue date. Là. On a fait le cégep en art à Drummond ensemble. Puis lui, à Montréal, il est devenu tatoueur. Puis comme, il s'est acheté une machine à tatou sur Internet à genre 100$. Puis une semaine après, je me suis acheté une machine à tatou sur Internet à 100$. Puis j'étais comme, waouh, tu peux faire ça à la maison. Puis, fait qu'on a fait les pires tatous. Ben, en fait, je devrais pas dire ça. Charlot a toujours fait des beaux tatous. Mais j'ai vraiment fait des tatous DIY, scratcher. Pour commencer, transférer des stencils avec un bâton de speed stick, puis genre... Heureusement, personne n'est jamais tombé malade, puis il n'y a jamais eu d'infection ou quoi que ce soit, mais ça a débuté comme ça, tu sais, en essayant sur moi, sur des amis qui étaient game. OK. À charger 20$. Hey, tu veux-tu un tatou pas cher? Puis de fil en aiguille, ben, j'ai appris à responsabiliser ma pratique, à développer un petit peu plus justement l'intérêt pour le dessin qui se transfère bien en tatou. Tu sais. Ouais. C'est pas tous les dessins qui sont bien applicables dans cette technique-là. Puis ça a été un petit peu, je dirais, mon pain puis mon beurre pendant que j'étais aux études. Je faisais des tatouages comme sideline, puis ça me permettait de payer le loyer puis payer la bouffe. Okay. Ça m'a vraiment tenu. Fait que ça fait longtemps là, que tu tatoues. Ouais, c'est ça. Okay. Mais tu sais, comme j'ai toujours eu une pratique très, très amateur, j'ai jamais voulu faire partie d'un studio de tatouage puis d'en faire ma vie. Ça m'intéressait pas assez pour ça, mais j'étais toujours comme enclin à tatouer des gens qui n'avaient pas souvent beaucoup d'argent, mais qui voulaient un tatou. Puis moi, ça me faisait plaisir de faire un tatou pour 20-40$, puis ça faisait mon affaire. Puis eux autres, il y avait un tatou. Ouais. Fait que t'as appris par toi-même, dans le fond. Ouais, YouTube, ça a été vraiment mon meilleur mentor. J'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos de gens qui partagent leurs connaissances puis leur savoir-faire. Fait que j'ai vraiment appris par moi-même. Ça a pris du temps. Puis, ben, comme tu disais tantôt, quand j'ai rencontré Pix, elle tatouait pas encore dans un studio. Elle tatouait chez eux, DIY aussi. Puis on s'est fait un échange de tatous. Ça a un petit peu spark une étincelle, je pense, chez moi. Puis, mais je pense qu'elle m'avait remarqué avant ça. Il y avait de quoi avant ça, je pense. Puis, mais oui, après ça, ben, c'est sûr qu'elle, quand elle a voulu faire le switch, ben, je l'ai supporté là-dedans. Je l'ai vraiment encouragé à faire que le tatou, ça devienne son métier. Puis maintenant, ben, c'est ça qu'elle fait. Puis moi, ça m'a aussi comme redonné plus l'intérêt parce que j'en faisais presque plus. Ça m'a redonné l'intérêt, puis aussi, ben, elle m'a apporté toutes sortes de connaissances que j'avais pas en tatou, puis des méthodes de travail sanitaires vraiment plus poussées, puis respectueuses pour le métier. Tu sais. Puis c'est ça. Puis dans les dernières années, en fait, là, j'ai vraiment comme vraiment plus défini c'est quoi mon style de tatou. Puis je suis vraiment retourné aux sources, tu sais, comme pourquoi j'aime le médiéval, puis pourquoi c'est important dans mes tatous. Puis
Oui, bien ça fait Ben, partie c'est de nos questions. Exactement, on y venait, là, ça s'en vient. Ouais, pourquoi le style médiéval? Pourquoi le style médiéval? Je pense que je peux dire en toute honnêteté que je suis passionné par ça à cause du film Braveheart. OK. Toutes les références dans ce film-là sont fausses, puis c'est vraiment tout croche. Là. J'ai haï Mel Gibson, t'as vraiment fait une mauvaise job en passant. Mais de voir comme ça du monde en armure, puis des épées, je trouvais ça tellement cool quand j'étais gamin. Puis mon frère, il jouait à Donjon Dragon, puis je voulais tellement qu'il me laisse jouer à Donjon Dragon avec lui, puis il voulait pas parce que c'était lui et ses amis, tu sais. Puis il voulait pas avoir son petit frère dans les jambes, puis je le comprends. Mais à un moment donné, il a décidé avec ses amis d'organiser un grandeur nature. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ben mon frère en faisait, fait que ça me fait penser. Mon frère sent plus que moi, puis moi aussi, je le voyais avec ses épées pour le GN. Je voulais donc jouer avec, mais non. Je voulais pas. Mais il t'a laissé faire à un moment donné. Pas tant, non. C'est plus lui qui me donnait des coups. J'abandonnais, je m'en allais. Maudite affaire. Mais non, mais mon frère, c'est ça, avec ses amis, ils ont finalement organisé. Je pense que j'étais comme en secondaire 4-5, puis là, ils ont organisé de quoi sur un terrain à Saint-Bonaventure. Nice. Puis là, il y avait comme une gang de jeunes, on était comme 10-15, puis là, ils nous ont initiés aux grandeurs nature, puis là, on se battait dans le bois avec des épées, puis là, c'était capotant. Wow. Puis là, ben, après ça, j'ai comme nourri cet intérêt-là par des jeux vidéo, par des romans, par des films, puis toujours comme en m'abreuvant de cet univers-là, parce que ça reste quand même fantastique, tu sais, à cette époque-là, dans ma tête, là, j'étais comme... tout ce qui était médiéval puis fantastique, je capotais là-dessus. Puis c'est vraiment en vieillissant où là, je me suis plus intéressé comme à cette époque-là de manière comme historique. Bon, en regardant des documentaires, en regardant des livres qui relatent plus précisément de c'est quoi leur mode de vie. Leur mode de vie, puis les costumes, puis donc... c'est ça, porter un intérêt plus de recherche historique, si on veut. Puis c'est venu vraiment tard. T'sais. Je sais qu'il y a des jeunes qui bouffent les livres à la bibliothèque sur l'époque médiévale, puis qui en connaissent full à genre 12, 13, 14 ans. Mais moi, c'est vraiment venu plus tard. Puis je trouvais que justement, les armures, les épées, les armes, tout ça, ben, en tatouage, ça ressort que c'est vraiment beau. Ouais, parce que c'est des lignes qui s'intercalent, qui se suivent. C'est tout des motifs qui sont vraiment intéressants en tatouage. Fait que c'est venu de là. Tu participes-tu à des GN encore? Oui. Il y a un GN à Saint-Cyril qui s'appelle Hurlevent. Ah oui. Je viens de Saint-Cyril. Ah ben. Fait que ça a encore lieu. Puis je pense que ça fait comme... je pense qu'ils ont fait plus de 20 ans là, d'existence. Puis je participe là, comme je vais donner un coup de main à l'animation, puis je fais des personnages, puis j'anime les jeunes qui vont jouer là. Puis cette année, j'ai comme entrepris le grand projet d'aller à Bicoline, qui est comme pas un GN, plus comme un événement médiéval, qui se situe en Mauricie, dans nos diables. En tout cas, je sais même pas c'est où. Mais tu vas prendre la route. Je vais y aller, c'est ça. Ouais, en fait, il y a des gens que j'ai tatoués des trucs médiévals qui m'ont fortement incité à m'y rendre puis participer à cette expérience-là. Mais c'est comme 2000 personnes habillées en médiéval qui, pendant une semaine, vont comme dans un village médiéval. Puis à la fin, il y a une grosse bataille avec tout le monde. Fait que ça a l'air vraiment intéressant. Puis là, c'est comme un peu de tata qu'à l'âge que j'ai, je ne sois jamais allé là encore. Fait que j'ai vraiment hâte de jamais trop tard, c'est vraiment cool. Hein? Ben oui. Ah, c'est sûr que vous allez avoir du fun. Je pense bien. C'est vraiment hot. Ça fait vraiment encore plus tomber en amour avec ta pratique. Je trouve ça cool, avec tes œuvres. Tu vas être 100% dans l'univers de ce que tu dessines. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. Puis ça va sûrement booster mon inspiration. C'est sûr.
Vraiment cool. Ouais. Wow! Fait que c'est là que ça vient. Fait que t'as pas pratiqué sur des peaux de cochon, le tatou, là, ça, à la base. Fait que ça a été direct sur du monde. Oui, c'est ça. part Je te dirais que mes jambes, c'est vraiment mon... C'est toi. C'est qui, ça, c'est mon tableau de pratique. Ah. Il y a eu un temps où j'avais pas de tatou sur le bras droit, fait que le monde était comme t'es-tu droitier? Puis j'étais comme oui. Mon bras gauche est bien plein, puis c'est à cause de ça. Mais ouais, ça a vraiment été une pratique qui m'a suivi pendant plusieurs années, puis aujourd'hui, ben, je suis content de le faire. Puis j'ai vraiment hâte au marché Bélo. Je pense que ça va être une belle expérience. Nous autres aussi, c'est Ouais. Il y a plein de beaux artistes. J'ai vu le line-up, ça a l'air quand même assez fou. Ouais. Ah, on est bien. Ouais. On est vraiment contente. Prends la peine de sélectionner la crème. La crème. Oui. Ouais. On invite les meilleurs. Ouais, ben, on a parlé de ta conjointe tantôt, mais juste pour expliquer aux gens, parce que là, on l'a pas expliqué. Dans le fond, c'est Pix qui était invité à la première édition qui faisait du tatouage, qui est ma tatoueuse préf d'ailleurs. Oui, un petit faible, un gros faible même. Puis elle va être encore présente cette édition-ci aussi, mais juste en tant plus qu'artiste, là, avec son stock qu'elle va avoir. Avec ses œuvres. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un petit chien sur les lieux? Ben non, c'est ça. Je pense qu'on avait compris que les chiens n'étaient pas vraiment admis dans la place. Fait qu'on a décidé de trouver un moyen de le faire garder pour pas... Aussi, c'est peut-être un petit peu plate pour le petit chien de passer la journée une journée en dessous de la table là, avec plein de monde. Fait que je pense qu'on y a trouvé un bon petit terrain pour aller s'amuser. C'est bien. T'es venu à la première édition, c'est ça? Tu l'avais aidé? Oui, c'est à ça, s'installer. ouais. Je l'avais aidé à setuper sa table, son espace de tatouage. Puis après ça, j'étais parti m'amuser avec Ponky. Oui! Puis je pense que ça avait vraiment été une belle expérience pour elle. Puis là, je pense qu'elle est contente aussi de revenir avec son kiosque où il y a plus d'illustrations puis de ses objets d'art parce que, en fait, tout son univers créatif se retrouve aussi beaucoup dans toutes les petites créations qu'elle fait. Je pense que son kiosque, ça va être une bonne chance d'aller découvrir qu'est-ce qu'elle fait d'autre que le tatouage, qui est aussi magnifique. Oh, tout à fait. C'est sûr, je vais aller dépenser mon cash. On est fan. Oh, que oui. Ouais. Mais c'est intéressant quand même, deux artistes qui sortent ensemble, je trouve ça quand même cool. Tu dirais que ça se passe comment, ça? Je te dirais que je pense que c'est juste naturel, en fait. Je pensais que les pratiques artistiques allaient plus s'influencer, puis ça allait finir par faire un amalgame. Mais on a des styles qui se définissent quand même vraiment selon nos propres intérêts puis nos pratiques. C'est sûr que on a des thèmes qui des fois se touchent, mais on reste quand même chacun, pas, je dirais pas unique, mais authentique à notre parcours singulier. Ouais. Puis c'est le fun, je dirais surtout parce que je comprends la réalité à laquelle elle est confrontée, puis c'est les enjeux par rapport à la mise en marché, par rapport à comment est-ce qu'elle peut tirer un salaire de sa pratique. Puis je pense que ça fait juste comme être plus sain aussi pour une dynamique de couple, de genre... comprendre la réalité. Comprendre, c'est ça, comme vivre avec un artiste, puis elle aussi de son côté... quand je faisais moins d'enseignement, ben, je faisais des marchés où je vendais de la poterie, où je vendais des trucs, puis c'était comme normal que ça soit ça la source de revenus, puis qu'il n'y a rien de gênant par rapport à ça. Non. Puis par rapport à ça, l'encouragement, puis tout ça, compréhension, toi, niveau familial, ta famille, sont-tu un peu dans les arts ou non? Pas full, non, pas en tout. J'ai un père électricien, j'avais une mère au foyer, mon frère est en informatique, puis j'ai une sœur qui est en agriculture. Fait que vraiment, tous des domaines différents, mais tout le monde a vite compris dans la vie que moi j'allais être un artiste, puis c'était correct, puis c'est normal. Ils ont toujours accepté ça, puis...
valoriser ça. Ouais, exact. Puis peu importe, tu sais, ils sont toujours comme ah, Marc-André, c'est bon, tu te débrouilles, tu sais, ça va bien. Fait que puis quand je faisais des expositions, il était là pour m'encourager. Puis quand ça filait moins bien, ben, il était là pour supporter. Fait que je pense que ça a un impact majeur dans la vie d'un artiste d'être supporté par son entourage proche. Puis d'avoir une famille comme ça qui était ouverte d'esprit par rapport à ces choix de vie-là que je faisais, ben ça m'a juste permis de me rendre là aujourd'hui. Ah, mais tant mieux. C'est vraiment cool. Fait que tu dis au secondaire, tu avais fait les choix de sciences fortes, tout ça. Ça, est-ce que c'est toi qui as fait ces choix-là ou c'est tes parents qui t'avaient influencé ou les gens dans l'école? Je pense que c'est moi qui ai fait mes choix au final, tu sais, mais je pense que, mettons, si j'ai senti l'influence de mes parents, c'est qu'ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour moi, puis pas nécessairement parce qu'ils voulaient que je devienne quelque chose en particulier. Fait que je pense que c'était juste comme d'approfondir le potentiel que j'avais comme élève à cette époque-là, puis de me permettre de justement pas de me mettre de barrières. T'sais, si jamais j'avais décidé d'aller étudier dans un domaine où ça prend ces matières-là, ben je les aurais eues. Puis ça m'a pas causé d'embûches, même si ça a été plus difficile comme parcours scolaire à cette époque-là, mais ça m'a pas empêché de me développer en tant qu'humain puis artiste quand même. Sinon, au niveau pratique artistique, j'ai vu que tu fais un peu des petites maquettes, il y en a un peu en arrière. Oui. Ça, j'ai comme... Là, on va parler de Donjons Dragons. Oui, let's go! En fait, là, c'est vraiment encore avec la gang à mon frère. Puis quand j'ai atteint l'âge adulte, j'ai vraiment pu profiter de ce cercle d'amis-là. Puis quand j'ai déménagé à Montréal en 2010, j'ai été comme accueilli dans l'appartement de deux des amis de mon frère. Puis j'ai comme vécu en colocation avec eux pendant plusieurs années. Puis ben, Donjons Dragons, c'était... Bon, je dis Donjons Dragons, mais c'est jeu de rôle sur table. Là. C'était comme une des pratiques communes dans l'appartement, puis un des intérêts communs. Puis, fait que j'ai vraiment développé un plaisir à jouer à ces jeux-là. Puis, on a toujours eu juste comme une carte qu'on déballait sur la table, puis qu'on écrivait avec un marqueur, comme ça c'était une maison, puis ça c'était un buisson. Puis, à un moment donné, là, on avait des petits bonhommes. Fait que là, c'était cool, là, on pouvait bouger nos petits bonhommes sur la map. Puis là, l'année passée, j'étais comme, hey, on pourrait avoir des décors, tu sais, vraiment hot. Fait que là, je me suis mis à prendre du carton, des bâtons de popsicle, de la peinture, puis là, je me suis mis à faire des petites maisons, puis j'ai vraiment tripé bien raide. C'est vraiment... ça éveille en moi le désir de, genre, m'amuser en créant quelque chose, puis ça va être utile en même temps dans notre cercle d'amis pour avoir du fun. Puis tu sais, c'est vraiment le fun quand tes amis t'emmènent de quoi, mettons, au party, puis tous tes amis sont comme « Yes, t'en es la fois trop cool du party! » C'est vraiment, vraiment le fun quand ça se passe. Nice. C'est comme une motivation supérieure à faire des petites maisons. Puis là, ben, mes élèves, ils peuvent un petit peu profiter justement de ça en faisant eux-mêmes des petites maisons. Puis peut-être qu'eux autres, ils les utiliseront pas à Donjons Dragons, mais ils ont développé chacun une maison qui les intéresse, eux particulièrement. Il y en a un qui a fait comme un décor de saloon, puis il trouvait ça trop cool, les cowboys. Puis il y en a une qui a fait une maison de plage avec un petit soleil. Puis, fait que c'est ça, ça revient à la... Tu sais, comme ils ont leur propre culture, ils ont leurs propres intérêts, puis le but, c'est que je leur donne un projet que moi, je peux bien diriger, puis que je sais comment le fabriquer, puis je suis bon pour le faire, puis eux, ben, ils peuvent juste comme l'adapter à leur propre... Ouais, c'est ça, leur propre image, leurs propres intérêts. Fait que, encore là, c'est le fun d'être enseignant, c'est que j'adapte mes propres passions
en projet, puis eux autres, ils trippent à essayer de faire de quoi de Trippent à fun. leur tour, ouais, C'est ça. c'est nice. Ouais, très beau projet. C'est original quand même. Vraiment. Je pense Il me pas semble que qu'on j'aurais ferait un trippé projet de faire genre. ça Ouais. au secondaire, là, Je me tellement. souviens au secondaire, là, j'étais un petit peu plus vieux que vous autres, mais on avait des cours de techno. Puis on faisait comme la machine à boules de gomme, on faisait le stroboscope, puis on avait aussi une maquette à faire, mais c'était vraiment comme il faut faire une maquette d'une maison, puis il faut que ça soit sérieux, puis il faut que tu aies les croix de Saint-André dans ton plancher, puis tu sais, c'était vraiment comme architectural. Puis là, c'est comme plus un projet créatif où ce qui compte, c'est vraiment... La structure peut avoir la forme que tu veux au bout du compte. Ouais, c'est ça, vraiment tu sais, plus si tu libre. veux faire une tour qui est comme impossible dans la vraie vie, ben let's go, tu sais, c'est Ouais. le fun, c'est ça que tu as envie de faire. Fait que là, je fais des petites maquettes avec mes élèves maintenant aussi, mais ça reste vraiment un petit fun que j'ai à la maison de taponner. Puis le truc aussi de faire de quoi de miniature, c'est que comme, quel matériau que je pourrais utiliser qui va imiter Ah oui. ce que j'ai besoin de représenter, tu sais. Fait que là, comme le toit de paille, ben c'est de la fibre de coco, tu sais. Fait que j'étais comme, je peux pas prendre... Wow, elle est tellement belle. J'étais comme, je peux pas prendre de la vraie paille. Fait que là, c'est des heures de recherche sur Internet pour voir comment les maquettistes ils font pour recréer justement les trucs dans la vie de tous les jours, mais en version miniature. Fait que, Ça doit être tellement intéressant. vraiment, vraiment, vraiment fun. Wow. Très hot. Ouais, j'en ai déjà fait un peu. Je me souviens juste que pour de la brique, j'avais pris le papier sablé, puis j'avais tracé des lignes pour l'imiter. C'est smart. C'est hot. Mais tu me fais penser parce que mon copain, il retourne à l'école l'année qui s'en vient, puis il veut être professeur peut-être d'anglais. Là. OK. Mais j'étais comme... en ce moment, il anime des Donjons Dragons avec ses amis. Oh yeah. Il fait l'autre, là, puis... je dis, tu pourrais peut-être faire ça, tu sais, dans tes cours d'anglais, c'est quand même assez libre comme cours aussi, là, tu sais. Les profs, ils font écouter des émissions, ils font des projets un peu, des fois, puis tout ça, c'est juste qu'il faut que tu parles en anglais, tu sais. Je suis comme, crime, tu pourrais, genre, de A à Z, moi, j'étais partie dans mes idées, je suis comme, tu sais, il arrive dans le cours, puis là, il se crée un personnage, là, genre, puis là, après ça, tu sais, il crée une histoire, puis là, tu sais, il joue à jeu là, moi, ce que j'étais comme, ça pourrait être sick, tu sais, tu peux amener justement tes passions dans tes cours, puis... J'avoue que c'est assez libre en anglais, là, tu sais. Effectivement. Tant que tu le parles, c'est ça, le but, c'est de le communiquer, mais tu sais. C'est ça, développer la communication. Parce que c'est ça, tu sais, en fait, mettons, moi, j'enseigne les arts plastiques, mais j'enseigne pas aux élèves à devenir des artistes, puis j'enseigne pas aux élèves à fabriquer des œuvres, puis, tu sais, je leur transmets des compétences, tu sais, c'est genre utiliser ta créativité, te donner des techniques de travail efficaces. Tu sais, c'est comme le rendu de l'œuvre, il est pas superflu parce que c'est là qu'on veut se rendre, tu sais, mais il est accessoire à qu'est-ce qu'on fait à l'école, tu sais. On leur apprend à coopérer, à travailler une idée, de partir d'une idée puis de la concrétiser, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est bon dans toutes les matières. Tu t'enseignes des valeurs puis des compétences, t'enseignes pas juste comme... Ouais, les techniques. Les techniques, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, une game de Donjons Dragons en anglais, c'est une excellente idée pour embarquer les jeunes. Puis Ce serait vraiment Caro, idée de génie. Puis en plus de ça, tu peux combiner ça en leur donnant des nananes, puis quand ils agissent bien, tu leur donnes des points d'expérience, puis là, leur bon ami devient plus fort, puis c'est super bon comme comme, mettons, le personnage qui s'est créé au début, tu sais, c'est important que tu le fasses comme du monde, parce que il va être utile tout le long de l'année scolaire, exemple, là, tu sais. Je disais ça de moi. C'est vraiment hot, là. Yeah. Tu penses-tu en animer avec tes élèves aussi, des petits jeux comme ça? Ou... Ben là, j'attends un petit peu de connaître un petit peu mieux la population étudiante ici. Puis je sais pas si je vais obtenir le même poste l'année prochaine. Comme là, ici, j'ai un départ à la retraite. Puis je fais un remplacement de cette personne-là. Mais il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans le centre de service qui décide qu'il change de poste puis qui prend ce poste-là ici, à l'école de la montée l'année prochaine. Puis moi, ben, il faudrait que je trouve une autre école. Fait que là, je vais savoir en août où est-ce que je vais aller dans la commission, dans le centre de service, puis dans quelle école je vais être.
Fait que ça se peut que je me retrouve à Mitchell-Montcalm ou Dufort ou ailleurs. Puis, donc, je veux pas trop comme mettre de l'avant des trucs que je pourrais pas assurer une pérennité puis une continuation avec les élèves. Tu sais. Poste fixe avant. Exactement. De toute façon, tu débutes dans l'enseignement, fait que tu essaies des affaires, mais ouais, c'est ça. C'est un excellent moment justement pour comme les 3-4 premières années en enseignement. Tu développes des projets clés, des projets volants où ce que tu dis, OK, j'essaye ça cette année, si ça marche pas, je l'enlève, je mets d'autres choses. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, je vais attendre justement d'avoir mon école attitrée où je sais que je vais avoir une permanence pendant plusieurs années. Puis là, je peux développer un lien de confiance avec les jeunes, puis des activités qui reviennent, puis bâtir justement cette réciprocité avec les élèves. On revient avec ce sujet-là, mais moi, ça m'intéresse vraiment, le truc d'enseignement. Mais là, tu as combien de classes en ce moment? Là, j'ai 7 groupes. OK. Puis, c'est pas toute la même année, j'imagine. Non. Ici, à l'école, au pavillon Saint-François, c'est les secondaires 1 et 2 seulement. Puis, il y a le pavillon Lebert, un petit peu plus loin dans Fleurimont, que c'est secondaire 3, 4, 5. OK. Puis moi, dans le fond, j'ai 7 groupes classes. J'ai 3 groupes qui sont en vocation, qui sont soit en sciences ou en sport. Puis j'ai 4 groupes qui sont des groupes tremplins, qui appellent. C'est qu'ils ne sont pas tout à fait capables d'intégrer le régulier, mais on veut quand même qu'il y ait un cheminement scolaire normal. Donc les classes sont réduites. Il y a moins d'élèves dans ces classes-là. Ça me donne plus de temps pour passer du temps avec chacun des élèves. C'est des classes de combien, ça? Normalement, c'est comme près d'une trentaine d'élèves au régulier par classe. Une classe de vocation, ça devrait ressembler à ça aussi. Puis une classe de tremplin, ça ressemble plus à comme une vingtaine d'élèves. OK. Quand même, 30 élèves, là, c'est du stock, là? Oui, à 30 élèves, là, c'est vraiment du sport. Le ton de voix monte vite, puis il se passe quelque chose dans un coin de la classe, à l'autre bout de la classe, il se passe d'autres choses. Là, faut avoir des yeux tout le tour de la tête, comme on dit, là, puis avoir vraiment une bonne gestion de classe, une discipline aussi, puis un respect pour la classe, le matériel. Entre eux autres, ça prend beaucoup de respect aussi. Puis ça, c'est un petit peu le travail du professeur partager ces bonnes valeurs-là. Oui. Fait que mettons que tes enseignes en secondaire 1, exemple, puis l'année prochaine, tu as encore le contrat ici. Tu vas-tu avoir peut-être les mêmes élèves en secondaire 2, dans le fond? Une bonne possibilité. Ouais. Oui. Ça, c'est le fun, justement, pour créer un... Ça crée un lien. Ça crée un lien, puis eux autres, une stabilité aussi. Là. Tu sais, comme il y a un problème en enseignement en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de... les professeurs délaissent la profession, puis font d'autres choses de leur vie, parce que le système est pas ce qu'il devrait être, j'ai envie de dire. Puis, donc, il manque de profs, il manque de bons profs. Vraiment. Puis, il y en a là, des catastrophes là, dans certaines écoles. Là, je me souviens à Montréal où j'avais un ami qui son enfant, je pense, a passé comme 7 ou 8 professeur dans son année. Ouais, ça reste pas, là. C'est genre... Essaye de faire de la discipline, tu sais, l'élève, il est tanné. Ben oui, tu sais. Tout le temps de prof. Exact. Bonjour, je suis votre nouveau professeur pour le restant de l'année. Puis un mois plus tard, bonjour, je suis votre nouveau professeur. Tu sais, ça n'a pas d'allure pour un jeune. Ouais, aucune stabilité, puis c'est pas très sain, ça. Ben non, puis là, les apprentissages, ils prennent beaucoup de retard dans ce temps-là. C'est sûr. Fait que... ouais. C'est dommage. C'est important, là, je pense pour la profession, là, qu'il y ait un meilleur... Bon, en tout cas, un recrutement, là, puis... La relève. La relève, ben oui, absolument. J'en fais partie, puis je suis vraiment content. Nice. Je sais pas si dans 4 ans, je vais avoir un autre discours, mais pour l'instant, je suis vraiment... Je trouve ça encourageant, en fait, de commencer là-dedans. Je connais quand même écoute de profs, puis je me demandais de toi, niveau téléphone cellulaire. Est-ce que parce que tu sais, toi, tu dis justement, tu es plus vieux que nous, tu as connu l'époque il n'y avait pas de cell, les élèves dans la classe. Ça change-tu un peu quelque chose, toi, dans tes cours? Mais j'ai tendance à vouloir le permettre en classe, tout simplement pour qu'ils aient accès plus rapidement s'ils veulent une image de référence. Par contre, il y a des problèmes qui sont comme inhérents
au cellulaire en classe. Souvent, il y a comme de la cyber-intimidation avec ça. Ils s'en servent facilement, rapidement, puis discrètement. Puis comme ils vont boulier en chat pendant que c'est le cours, puis des fois, en tant que professeur, tu t'en rends vraiment pas compte. Ou des fois, ils vont prendre en vidéo certains professeurs, puis ils vont mettre ça sur des chats privés, puis là, ben, ils ont des discussions par rapport à ça, puis des fois, ben, c'est des commentaires haineux ou des trucs comme ça. C'est vraiment problématique. Oh, mon Dieu. Que moi, j'essaie de, disons, promouvoir l'utilisation d'un cellulaire comme outil de travail, puis non pas comme outil de divertissement. Puis je pense que ça fait partie un peu des enjeux, mais il y a une fracture numérique qu'on appelle en ce moment avec les jeunes, puis ils ont comme pas toujours conscience du pouvoir qu'ils peuvent avoir en ligne, puis aussi comment facilement on peut les hacker puis prendre leurs informations ou les intimider ou en tout cas toutes sortes de trucs vraiment négatifs avec ça. Puis c'est un peu le travail de l'enseignant d'apprendre aux jeunes à comment se servir d'un cellulaire pour que ça soit sécuritaire mais aussi respectueux. Puis ouais, fait qu'au lieu de bannir le cellulaire, c'est comme OK, je vous permets de l'avoir, mais on je travaille vais vous montrer comment s'en servir. Ça va être bien utilisé. Là. Ouais. Exact, parce que c'est un outil qui est super puissant, je veux dire. T'as tellement de réponses au bout de tes doigts. Moi, je m'en sers tout le temps. Quand j'ai pas une bonne réponse, ben facilement, je peux avoir de l'information. Puis ben après ça, ben, c'est de savoir où aller chercher l'information, qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui est des niaiseries. J'avoue que c'est pertinent justement d'enseigner ça, de partager ça, là, au lieu de juste pas en parler puis rester dans le néant. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, ils vont juste comme... ils vont se servir de TikTok, tu sais, puis ça va être ça. Puis ils vont tout oublier leur mot de passe. Puis c'est ça. C'est comme un peu... c'est une idée, c'est une fausse idée de se dire qu'ils sont nés avec la technologie, donc ils vont être bons avec la technologie. Tout est une compétence, tout s'apprend. Il faut juste prendre le temps de le faire. Puis si on le fait pas, ben ça peut mener à des problèmes. Des écueils, qu'on dit. C'est full intéressant. Ouais. Mais sinon, pour changer de sujet un peu, y a-tu quelque chose, toi, tu as essayé quand même une couple d'affaires en art visuel. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu aimerais ça vraiment essayer, là, que tu n'as pas essayé encore? J'ai comme effleuré la forge. Puis j'ai, tu sais, comme tout chez moi indique que j'aimerais ça faire de la forge dans la vie. Justement, c'est vrai, ça me fait tellement penser à toi. Je me suis dit, peut-être même qu'il a déjà touché à ça. Là, ça m'intéresse de savoir. C'est vraiment comme survolé. À l'UQAM, il y a une forge. Puis j'ai comme eu la chance de quelquefois travailler avec, mais le technicien était vraiment réfractaire à ce que des élèves utilisent cet outil-là, puis tu sais, comme vraiment sélectif sur les projets qu'on pouvait faire. Fait que j'attends la bonne opportunité pour toucher à ça. pour vraiment comme me lancer là-dedans. Puis j'avais songé, je sais que les Forges de Montréal donnent des formations. D'ailleurs, on a vu Manon Massé taper le métal. Puis, j'ai pas vu ça, c'est cool. Elle essaye tout. Hein. Puis mais là, ça me tentait full, mais d'un, c'est loin, puis là, ben, c'est quand même dispendieux, puis je cherche plus comme une manière do it yourself de m'approprier cette technique-là. Fait que là, encore une fois... j'imagine encore. Ouais. YouTube, avec encore des une petits fois. messieurs, là, ça. Oui, c'est comme, ça. moi, je suis à la retraite, là, fait que là, je cherche un apprenti. Je sais pas. C'est sûr et certain. Ben oui. J'en doute pas un seul instant. C'est juste qu'il faut trouver le temps de le faire. Puis trouver les personnes qui sont prêtes à partager leur savoir. Parce qu'il y en a que ça leur intéresse pas non plus de partager ou de prendre du temps pour ça. Puis, mais comme fait que c'est de la recherche. Puis j'aimerais dire que c'est en cours puis que je vais m'y mettre, mais il y a tellement de choses qui se passent. Tu viens de déménager, tu commences à enseigner, c'est quand même pas mal déjà, là. Oui, c'est ça. Mais ça ne saurait tarder. C'est un de tes rêves, mettons. Ouais. Sur si jamais
c'est ça. Acheter une maison avec une petite ferme, apprendre la forge, mettre ça ensemble. Dans la petite ferme, il y a une forge. C'est ça. Avec des petites poules. Exact. Oui, des petites poules, c'est vraiment important. Ça fait que ça, c'est dans tes plans aussi, une maison? Ouais, je pense que depuis que je suis tout petit, tu sais, comme c'est pas une histoire de posséder quelque chose, c'est juste comme une question d'être chez soi. Puis ça fait tellement longtemps que j'étais en appartement, puis que je trouve que ça me représente pas, puis c'est pas ça que j'ai envie de faire dans la vie, vivre en appart toute ma vie. Je pense que c'est juste naturel que quand l'opportunité va pouvoir se présenter, on va... Puis c'est un rêve que je partage aussi avec mon épouse, puis c'est comme ça nous prend un petit terrain pour que Ponky puisse courir là, en sécurité. C'est vraiment important. Puis là, en appartement, on a juste droit à 2 animaux, mais tu sais, on pourrait avoir plein de petits Ponky. Ça serait vraiment le fun. Plein de poules. Oui, on parle d'un chien en passant, si vous n'avez pas compris tantôt. Ponky égale leur pitou. Un petit pug. Oui. Très mignon. Mais crime, moi, je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions. Je sais pas si toi, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas abordé. Ben, ça serait intéressant que tu nous partages où est-ce qu'on peut te suivre en ligne. Oui, je suis pas toujours actif sur la plateforme Instagram. C'est comme... mais vous pouvez me suivre là-dessus, c'est marquant.ciel. Et autre que ça, j'ai plus de site internet actif en ce moment. J'en avais un qui était comme lié à la pédagogie, mais j'ai mis ça de côté parce que c'est beaucoup à gérer en même temps que d'enseigner. Donc, mais j'aimerais ça que ça revienne puis que je puisse partager mes préparations de cours sur internet pour si jamais ça peut intéresser d'autres professeurs ou si ça peut inspirer d'autres profs. Vraiment cool. Puis donc c'est ça ma présence en ligne, mais je suis pas vraiment full actif sur Instagram. T'sais, des fois je vais faire comme un post ou 2 par mois. C'est pas grave, quand t'en mets un, là, on ça. traite tout là. Puis, mais j'aime beaucoup me servir de cette plateforme-là pour faire des niaiseries. Fait que, c'est ça qui... On aime ça aussi. C'est ça. Je trouve que ça revient aux roots de ce que c'était comme application, puis que ça doit pas toujours servir à se promouvoir en tant que entrepreneur, nanana. Là. Je trouve que c'est juste le fun de genre partager un clin d'œil de vie. Puis, Ouais, je trouve que c'est rendu très sérieux. On dirait que j'ai juste envie de niaiser avec ça. Je suis comme, tu arrêter d'être aussi sérieux là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Puis pas juste des comptes de mimes. Tu sais, comme moi, je veux du contenu de gens qui ont du fun. Puis qui font des niaiseries, puis c'est ça qui est... C'est ça que j'aime. Voir le mode de vie de la personne derrière. T'aurais-tu sinon des conseils à donner à ceux qui voudraient être artistes ou... tatoueurs, professeurs. Ouais. Oh my God. Lâchez votre job. non, mais pour vrai, trouvez-vous... Si vous êtes dans une job, puis que ça prend tout votre temps, puis qu'à cause de ça, vous pensez que vous pouvez pas développer vos passions artistiques, ben pognez-vous une job à temps partiel, travaillez moins, prenez plus de temps pour développer, parce que l'art, il faut mettre du temps pour que ça devienne naturel, puis qu'on sente vraiment qu'on est en maîtrise, tu sais. Je me souviens plus si c'est dans le documentaire... comment ça s'appelait? Le savoir de... Ah non, je me souviens plus. Je pense, le discours de l'armoire. Okay, c'est un documentaire en ébénisterie. Puis je pense que là-dedans, il disait que ça prenait 10 000 heures pour que tu développes vraiment un geste avec ton outil, puis que ça devienne la prolongation de ton corps, puis que tu fasses juste un avec la matière. Mais il faut que tu trouves le temps pour développer les skills, les compétences par rapport aux arts. C'est pas une question de talent, les arts. C'est vraiment une question de temps que tu infuses dans ta pratique. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment mettre ça sur... comme, lui, il a un talent inné. Je suis comme... Non, c'est comme, ben oui, des fois, tu as un intérêt plus prononcé sur quelque chose, mais c'est pas un talent inné, c'est que la personne, elle a travaillé dur pour se rendre là. C'est beaucoup de temps et de pratique. Hein. C'est ça. N'importe quel musicien, personne de théâtre, de danse,
d'art visuel peut te dire la même chose. Je pense que c'est pas une question de talent, c'est vraiment une question à quel point tu t'impliques dans ton médium puis à quel point tu t'intéresses à ta matière. Ouais, c'est vraiment Donc, cool. quit your day job. Yeah! Ouais, c'est de ça qu'on sait. Temps partiel, nous, nos jobs, puis on fait nos affaires sur On le side. décide, ouais. C'est ça. Ah, mais non, je veux vraiment, je trouve ça hot, qu'est-ce que tu as dit, parce que je trouve, ça discrédite comme le monde est comme, ah, tu sais, il l'a facile, genre, l'artiste, parce que comme, c'est un talent inné, mais c'est non, genre, il faut fucking C'est ça. travailler fort, là, tu sais, Ben pour oui, arriver à ça. j'ai tout le temps des élèves qui sont comme « Ah, mais moi, vous savez, monsieur, je suis pas bon en dessin. » Oui, mais si tu veux être bon en dessin, il faut que tu dessines. Tu sais. C'est pas, il n'y a pas de chemin à côté, puis il n'y a pas personne qui est né avec une super capacité de dessiner. Il y en a qui ont une affinité plus grande avec le médium, mais c'est vraiment une question de travail. Vraiment cool. Puis ça serait d'essayer aussi. Toi, t'as pas mal Ben essayé oui. plusieurs choses pour découvrir comme qu'est-ce qui Exact. t'intéresse. Moi, je pense que c'est mon problème, je suis pas capable de me brancher. Là. Mais Mais je pense pas que c'est un problème. plus que tu essayes d'en faire, plus que tu vas avoir de chances de tomber en amour avec un médium puis vraiment te lancer là-dedans. Vraiment, là. Si tu veux pas avoir de regrets non plus. Mais... C'est ça. Tu sais, Ben oui. pas se limiter aux formes d'art non plus. Oui. Je prends des cours de danse pour le fun, juste pour essayer des affaires, même si je me sens pas confortable dans mon corps, juste comme « Hey, let's go ». Genre, on se donne la chance. C'est hot. Il faut faire des trucs. Mais on a déjà parlé d'ailleurs, juste de faire plein de choses, ça crée des liens, des nouveaux liens dans notre cerveau, on veut pas. Fait que des fois, ça peut comme agrémenter à, mettons, ce type d'art-là, que tu fasses de la danse, que tu touches à d'autres médiums comme ça, d'autres domaines. Ben oui, ben oui. Fait que, C'est ça. Laissez-vous toucher par les autres cultures, laissez-vous aller. Oui. Genre, c'est vraiment une question de laisser aller les arts. Ouais. Pas se mettre de barrière, puis vraiment comme dire j'essaye, il n'y a pas de tabou, pas d'idées préconçues, juste essayer avec une ouverture d'esprit. Ben merci. Merci. Ça Un plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais, fait qu'on se voit le 27 mai. Absolument. Chez Milo. Chez Milo. Oui, fait que vous allez Vraiment pouvoir hâte de vous graffiner. arriver tôt pour pouvoir faire tatouer. Des petits flashs. Tu fais des flashs spéciales pour la journée. Oui, c'est ça. Je vais faire un flash drop le 20. OK. Yes. Parfait. Surveillez ça. Donc, Puis nous, sinon, on veut vous dire merci d'avoir écouté les podcasts. Ça va être le dernier jusqu'au marché, mais pas le dernier de tous les temps. On a aimé ça. Ça a bien été aussi. Puis, Il va y en avoir d'autres. Oui. on vous invite à commenter aussi. On n'est pas assez bonne pour ça, là, mais là, on le dit. Likez, commentez, partagez pour que ça se propage le plus possible, que les gens comprennent les réalités des artistes, qu'ils apprennent à les connaître. Puis, vous pouvez nous dire aussi si vous avez des invités que vous aimeriez qu'on reçoive. C'est intéressant. C'est pas mal ça. Est-ce que tu veux rajouter? T'as bien fait ça. Merci encore, Marc-André, c'est vraiment fun. merci de m'avoir passé en entrevue. Puis, j'ai hâte de participer au marché vélo, ça va être le fun. Ouais. Bye! Merci.